Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai créé ma propre solution AutoML. Il s'agit d'une application Streamlit que j'ai développée et qui permet à n'importe quel utilisateur de créer un modèle de machine learning sans coder. Donc, vous pouvez avec cette application charger votre fichier de données, générer un rapport d'analyse exploratoire de ces données et créer un modèle de machine learning. Ça peut être soit un modèle de régression ou bien un modèle de classification. Avant de vous montrer le code de cette application, comment je l'ai développé, de vous expliquer les différentes étapes, je vais d'abord vous faire une petite démonstration. Tout d'abord, j'ai fait un petit manuel d'utilisation au niveau de la barre latérale pour montrer à tout utilisateur comment utiliser cette application. Premièrement, il faut charger le fichier CSV des données. Donc, vous cliquez là et vous chargez un fichier. Là, je vais charger un fichier pour effectuer une tâche de régression. Il s'agira de prédire le prix d'une voiture en fonction de ses caractéristiques. Donc, dès que je charge le fichier CSV, il m'affiche les premières observations. Donc, j'ai les premières observations de ma data frame. J'ai un bouton ici, Profile Dataset. Je vais cliquer sur ce bouton et générer le rapport d'analyse exploratoire des données. J'ai fait cela avec Pandas Profiling et je vous ai montré comment faire cela dans l'une de mes précédentes vidéos, analyse exploratoire des données avec Python. Donc, je clique sur ce bouton et commence à me générer le rapport d'analyse exploratoire de mes données. Mon rapport est ainsi créé. Je peux visualiser les informations sur ce jeu de données, à savoir les histogrammes de chaque variable, d'accord? Je peux visualiser des diagrammes à barres, plein de choses. Je peux regarder les statistiques sur mes variables. Je peux regarder la matrice, les matrices de corrélation, etc. Donc, je peux même tracer des nuages de points. Donc, par exemple, je peux tracer le prix en fonction de la vitesse consommation. Voilà, je peux tracer ça. Je peux afficher les corrélations, donc le heatmap. Je peux voir les valeurs manquantes et les premières observations ainsi que les dernières observations de ma data frame. Donc, une fois que j'ai généré le rapport d'analyse exploratoire, je peux maintenant passer à la phase de modélisation. Pour la phase de modélisation, vous choisissez d'abord la variable cible. Donc ici, moi, je veux prédire le prix le prix d'une voiture en fonction de ses caractéristiques. Il s'agit d'une tâche de régression. J'ai mis la possibilité de choisir entre régression et classification dans la régression et je clique sur Run Modeling. Donc, dès que je clique sur Run Modeling, le processus d'entraînement va commencer. Je tiens à préciser que pour construire mon outil AutoML, je me suis basé principalement sur PyCaret. Donc, je me suis basé sur la librairie PyCaret, qui est une librairie low-code pour construire des modèles de machine learning. J'ai déjà fait 3 vidéos précédemment sur cette librairie, une vidéo de présentation, une vidéo pour vous montrer comment créer un modèle de régression et une autre vidéo pour vous montrer comment créer un modèle de classification avec PyCaret. Et vous avez vu, franchement, ceux qui ont regardé ces vidéos, que c'est tellement facile de créer des modèles en utilisant PyCaret parce que c'est un outil low-code. Et donc, la mise en pratique de tout ça, c'est cette application parce qu'elle m'a permis de créer maintenant un outil no-code. Je suis passé du low-code au no-code parce que avec cette application, n'importe qui peut créer des modèles de machine learning. Il suffit de cliquer et de générer le modèle. Donc, il me dit Regression Model Build Successfully. J'ai quelques graphiques qui me permettent d'analyser mon modèle dans les résidus, le feature importance. Je peux ajouter plein d'autres graphiques. C'est parce que j'étais tellement pressé de vous montrer ce que j'ai construit que là, je vous le montre vraiment en cours de construction. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer, comme on le verra par la suite. Mais franchement, si vous avez un tel projet dans votre portfolio en data science, c'est un bon plus pour vous parce que ça peut marquer la différence. Pendant que les gens mettent rien que des notebooks, vous mettrez des applications comme ça peut motiver les recruteurs à vous appeler, à vous passer des entretiens. Donc, une fois que l'utilisateur est satisfait de cette modélisation, en tout cas de ce modèle, il peut cliquer maintenant sur Download modèle. Donc, je clique sur Download modèle. Il va me donner la main d'enregistrer le modèle dans mon ordinateur. Et il s'agit ici d'un pipeline modèle. Donc, ça veut dire que je peux directement utiliser ce modèle-là pour faire de nouvelles productions sur des données qui n'ont pas servi à l'entraînement des algorithmes. Donc, je peux utiliser ce modèle en production. Alors, ça, c'était pour une tâche de régression. Comme je le disais tantôt, avec cet outil no-code là, vous pouvez construire aussi un modèle de classification. Je vais charger un autre jeu de données, euh, Titanic, voilà, je charge le jeu de données. Un jeu de données que je n'ai pas nettoyé, je n'ai rien fait, c'est le jeu de données brut. OK? Et là, je vais choisir ma variable. Je dis que c'est une tâche de classification et je clique sur Run Modeling pour qu'il me fasse la modélisation.
je vois le message Classification Model Built Successfully. Ça veut dire que mon modèle a été construit avec succès. Et là, j'ai les graphiques aussi d'analyse du modèle tels que la courbe ROC, le rapport de classification qui me montre les différentes métriques. J'ai la matrice de confusion que je peux analyser selon les scénarios business. Et d'ailleurs, dans ma précédente vidéo sur PyCaret, je vous ai montré comment analyser de manière commerciale une matrice de confusion et vraiment choisir le meilleur modèle en fonction de l'objectif business et non en fonction d'une maîtrise statistique comme on a l'habitude de le voir. Et là aussi, j'ai le feature importance. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment coder cette application. Vous allez le voir, c'est très simple avec Streamlit, ça se fait en moins de 100 lignes de code. Donc, nous allons passer maintenant au code. Pour le code, je vais travailler dans Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser n'importe quelle librairie que vous voulez. D'accord? Franchement, vous pouvez utiliser Jupyter Lab, Jupyter Notebook, de Anaconda. Vous pouvez même utiliser Google Colab. Il y a plein de vidéos sur Streamlit au niveau de ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller regarder ça. Nous allons naturellement créer notre fichier Python. Et on commence par coder. La première chose, c'est d'importer les outils nécessaires. Donc, comme outil, nous avons naturellement besoin de Streamlit, de Pandas Profiling et de la fonction stProfile_Report qui va nous permettre de générer ce profil-là directement à l'intérieur de l'application. Et j'ai importé les différentes fonctions de modélisation pour la phase modélisation. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos sur PyCaret, on sait comment entraîner des modèles de machine learning avec PyCaret. C'est très simple. Ici, vous remarquez que j'ai importé les mêmes fonctions au niveau de la régression et au niveau de la classification. C'est parce que PyCaret fonctionne par module. Donc, il y a le module régression, le module classification, un module detection, anomaly detection et un module time series modeling. D'accord? Ici, je veux donner la possibilité à l'utilisateur de créer un modèle de régression ou bien un modèle de classification. Et sachant que ce n'est pas la même façon de faire le pré-processing en tâche de régression et en tâche de classification, alors il faut que je puisse différencier les deux fonctions setup. Comme ce n'est pas les mêmes algorithmes que j'ai aussi en régression et en classification, il faut que je différencie les fonctions compare modèle. Elles ont le même nom, mais elles n'ont pas c'est pas le même contenu, qu'on soit en régression ou en classification. C'est pour ça que j'ai importé comme ceci, d'accord? Donc, par exemple, from PyCaret regression import compare modèle as compare modèle reg. Et j'ai importé le même compare modèle au niveau de classification. Cette fois-ci, je l'ai nommé as compare modèle classe, etc. Une fonction aussi pour sauvegarder, une fonction pour afficher les différents graphiques. Je vais placer tout mon code dans une fonction main. Donc, ça, c'est une bonne pratique qu'il faut faire. Donc, def main. D'accord? Et je peux maintenant commencer par coder, par écrire le code de mon application. Ce que je vais commencer par faire, c'est effectuer l'entête. C'est le plus simple à faire. Donc, je vais écrire mon entête. Je vous explique. Là, c'est pour mettre le titre, stTitle, stSide by white. Donc là, je suis en train d'écrire dans la barre latérale, je mets auteur Josué Afouda et je vais mettre une URL pour permettre aux gens de me contacter s'ils utilisent mon application et s'ils ont un problème, par exemple. Donc, je vais mettre l'URL de mon compte LinkedIn et je profite de l'occasion pour vous inviter à vous connecter à mon compte LinkedIn parce que je publie aussi beaucoup là-bas et je publie des choses que je ne sur LinkedIn que je ne publie pas forcément sur YouTube. Donc, ce serait bien aussi d'avoir ces informations. Et c'est toujours bien d'avoir un compte LinkedIn parce que vous avez la possibilité de suivre des experts, de vous abonner à des experts en machine learning, en data science. Et comme ça, vous apprenez de ces experts-là. Là, j'ai fait mon en-tête. Je peux exécuter pour voir ce que ça donne. C'est une bonne pratique d'exécuter au fur et à mesure votre application pour voir comment elle se présente. D'accord? Donc, on exécute avec ce code là, Streamlit run app.py tout simplement. Là, j'ai l'interface de mon application qui commence à prendre corps. J'ai écrit le manuel d'utilisation dans la barre latérale à gauche. J'ai ici un lien qui redirige vers mon compte LinkedIn. Ça peut permettre aux gens de me contacter, de s'abonner à moi. Et j'ai ici le titre dans le panneau principal. Donc, pour le moment, c'est ce que j'ai dans mon interface. On va continuer à écrire le code. La prochaine étape, c'est de mettre le code pour inviter l'utilisateur à charger son jeu de données. Donc, je vais utiliser la fonction file upload st .file uploader. Je vais dire
moi j'aime bien souvent écrire en anglais parce que ça permet à tout le monde d'utiliser ce qu'on crée. Upload your dataset in CSV format. Et c'est cool aussi d'écrire en anglais. Vous pouvez écrire en français dans n'importe quelle langue. Vous pouvez faire votre application. Ça dépend franchement à qui elle est destinée. Sachant que l'anglais, c'est quand même la langue la plus parlée au monde. Ça, c'est un autre débat, d'accord? Mais quand même, en data science, les meilleurs contenus sont en anglais, d'accord? Donc, c'est toujours bien de créer votre application en anglais. Ok, ça, c'est une parenthèse. On revient dans l'application. Et là, je donne la possibilité à l'utilisateur de charger le fichier CSV. Ici, j'ai contraint l'utilisateur à charger un fichier CSV en mettant l'argument type égal CSV. Ok, donc il ne peut qu'importer des fichiers CSV. Donc ça empêche une mauvaise utilisation de votre application. Ok, donc maintenant je vais commencer par écrire mon code. Pourquoi je mets if file is not known? Parce que toute mon application dépend du fichier en fait. Tant que l'utilisateur n'a pas importé un fichier, l'application ne peut pas s'exécuter sans erreur. Parce que tout, que ce soit, si je n'ai pas un fichier, je ne peux pas générer le rapport EDA, analyse exploratoire. Si je n'ai pas un fichier de données, je ne peux pas faire la modélisation. Donc, tout dépend de ça. C'est pour ça que je mets un garde-fou ici en mettant si le fichier n'est pas nul. Donc, si vraiment il y a un fichier, on fait ceci. OK? Donc, tout ce que je vais écrire par la suite sera à l'intérieur de ce if-là. Première chose, c'est d'importer naturellement mon fichier read CSV file. Donc, ça se fait facilement avec la fonction read CSV de pandas. Et maintenant, je vais afficher les premières observations avec stDataFrame data.read. OK. Et je peux aller voir ce que ça donne au niveau de l'interface. Voilà, j'affiche. Je peux aller importer. J'importe un jeu de données par exemple. Il va charger ce jeu de données et il me l'affiche. Il affiche les 5 premières observations. OK. Je reviens dans le code. Prochaine étape maintenant, générer le rapport automatique d'analyse exploratoire des données. Donc, je vais créer le bouton. Le bouton, comme vous l'avez vu en démo, le bouton Profile Dataset. Donc, st.button pour créer un bouton que je vais nommer Profile Dataset. Et je vais dire if profile. Donc, si l'utilisateur clique sur ce bouton, voilà ce qui va se passer. S'il clique sur ce bouton, le rapport sera généré. Profile if data.profile report et st profile report maintenant pour afficher ce profil. D'accord? Donc, voilà, comme ça, je peux générer le rapport. Mais, on peut regarder rapidement ce que ça donne. Ah, le bouton est là. Je ne vais pas cliquer dessus parce que ça prend du temps. Et justement, je vais vous montrer une petite astuce pour optimiser le temps de réponse de votre application. On a remarqué que le rapport, ça prend quand même légèrement du temps. Si vous avez encore un gros jeu de données, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, comment faire pour que Streamlit puisse garder en mémoire des fichiers que vous avez déjà importés et ne pas recalculer les choses encore. Supposons que j'ai importé un fichier. J'ai fait mon expérience. Et après, je reviens sur l'application. Je travaille avec le même fichier. Pour que Streamlit ne recalcule pas inutilement tout ce qu'il avait calculé, il faut faire le catching, ce qu'on appelle le catching. Donc, là où j'importe mon fichier, là où je l'importe en tant que DataFrame Pandas, je vais créer une fonction plutôt que je vais appeler par exemple load data qui va prendre mon argument file et je vais faire le catching de cette fonction-là. Donc, ici, en haut, je vais écrire par exemple là, je vais définir load data, ça prend l'argument file et ça me calcule data PD read CSV file et ça me retourne data. OK? Donc, j'ai cette fonction-là et je vais faire le catching maintenant. Catch. Donc, ça veut dire que si un fichier a déjà été importé, Streamlit va garder en mémoire tout ce qui a été calculé sur ce fichier et il ne va plus les recalculer inutilement. Ça, c'est quand même une bonne façon d'optimiser les choses. Et là, c'est bon, je peux continuer à écrire mon code. Une fois que j'ai généré, donc ça, c'est la première fonctionnalité de l'application, permet de générer le rapport d'analyse exploratoire de données. Je vais passer maintenant à la phase de modélisation.
Pour la phase de modélisation, j'ai dit que je donne la main à l'utilisateur pour sélectionner sa variable cible et sélectionner le type de tâche de machine learning, régression ou classification. Donc, je vais écrire target égale st select boss. Attention, select boss. Et je vais dire select de target variable. Et entre les noms de colonnes, les choix, c'est tous les noms de colonnes qu'il faut que je mette. Donc, data.colonne. Et je fais maintenant, je vais dire task st select boss encore. Je vais lui dire maintenant de choisir le type de tâche machine learning. Select et ml task. Et je lui donne deux possibilités, regression, classification. D'accord? Pour le moment, la version de mon application, ça permet de créer soit un modèle de régression, soit un modèle de classification. Cela peut être amélioré. D'ailleurs, quand on va finir la vidéo, je vais vous inviter à mettre en commentaire les suggestions que vous avez. Donnez-moi les suggestions pour améliorer l'application et on verra ensemble comment l'améliorer. Et une fois que j'ai ça maintenant, je peux commencer par écrire le code. Donc, l'utilisateur choisit, il choisit ce qu'il veut faire, d'accord? Il choisit la variable cible, il choisit la tâche de machine learning. Je peux enregistrer. Revenir sur l'interface pour voir si ça marche sans erreur. Vous voyez, profile dataset select de target variable. Je choisis par exemple quelque chose, press, regression, bien classification, tac, c'est bon. Donc jusque là, tout fonctionne bien. Maintenant, je peux commencer par écrire le code. Comme vous vous en doutez, il faut que je fasse un code pour régression et pratiquement le même code pour classification. Donc, je vais écrire if task égale regression. On va faire ceci. Tout d'abord, il faut donner la main à l'utilisateur de contrôler la réactivité au niveau de l'application. C'est-à-dire un bouton où il va cliquer sur Run et l'application va exécuter le processus d'entraînement. D'accord? Si on ne le fait pas, à chaque fois qu'il va changer seulement quelque chose, supposons qu'il s'était trompé sur la variable cible et il change la variable cible, ça veut dire que ça va encore reprendre. Donc, on veut donner la possibilité à l'utilisateur de choisir bien les paramètres et lui-même, il clique sur Run avant que ça ne clique. Donc, sinon, l'application va être trop réactive et ça, c'est pas bien. Donc, on va créer un bouton encore. ST bouton. Non, on va mettre ça dans un if pour dire que si ce bouton-là est appuyé, donc if ST bouton Run Modeling. D'accord? On va faire tout le reste. Donc, pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes sur PyCaret, vous savez comment créer des modèles de régression, comment créer des modèles de classification. C'est la mise en pratique ici. J'utilise mes fonctions setup. J'ai importé setup pour régression et setup pour classification. Ici, je suis dans régression, donc je choisis setup reg. Donc, je l'avais importé au début. J'ai besoin juste de deux arguments, data et target. Donc, target égale target tout simplement. Donc, le target que l'utilisateur aura choisi. Donc, là, je viens d'initialiser mon espace de modélisation. Je vais faire entraîner plusieurs modèles à la fois, donc avec la fonction compare modèle reg. Et je sauvegarde ce modèle, donc save modèle reg. Je vais donner un nom. Attention, je sauvegarde le modèle et je lui donne un nom. Best reg model. Je l'appelle comme ceci. Et je mets un message quand même de succès. Donc, si tout se passe bien, ce message va s'afficher. Regression model built successfully. D'accord? Regression model built successfully. Super. Ça va s'afficher en vert. Et maintenant, là, je viens d'écrire le code, tout s'exécute bien, mais l'utilisateur ne voit encore rien. Là, maintenant, je vais mettre les choses que l'utilisateur va voir. Donc, ici, je veux afficher, pour une tâche de régression, je vais afficher, comme je vous l'ai montré en démo, je vais afficher le graphique des résidus et le graphique de feature importance. Donc, je vais afficher cela. Donc, tout ce que j'ai fait, j'écris le SA white, vous l'avez déjà vu en démo, résidual. J'affiche le graphique des résidus. Feature importance, j'affiche le graphique montrant l'importance de chaque caractéristique par rapport à mon modèle. Pourquoi vous voyez ST image, ST image? Parce que, en fait, le résultat de plot modèle, c'est un objet de type known. D'accord? Known, comme ceci. Et donc, je ne peux pas l'utiliser, je ne peux pas utiliser un objet known dans la fonction stPyPlot, par exemple. Quand vous utilisez stPyPlot pour afficher un graphique dans Streamlit, il faut que ce graphique-là
soit un graphique matplotlib, tout au moins, d'accord? Or, plot modèle, ça retourne un objet non, donc je ne peux pas l'utiliser dans STPipeline. Non, le seul moyen que j'ai trouvé, et vous conviendrez avec moi que c'est une petite gymnastique, c'est sauvegarder ce graphique en format image, en PNG, et après de l'afficher, d'accord? Donc, je sauvegarde avec l'argument sauvegarde faux, je l'affiche, je fais la même chose au niveau de feature importance, d'accord? Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé une autre méthode pouvant afficher facilement les résultats de modélisation lorsqu'on utilise Spark Carrot, mais sachant qu'on est dans Streamlight et Streamlight a aussi sa propre façon d'afficher les choses. Donc, il faut que tout concorde bien, sinon ça ne va pas marcher. Moi, c'est la manière dont j'ai trouvé. Si vous avez une autre idée, dites-le en commentaire pour que ça profite à tout le monde. Et finalement, je donne l'autorisation, bien, je donne la possibilité à l'utilisateur de télécharger le meilleur modèle, donc le best reg modèle. Donc, il va télécharger le pipeline, donc download pipeline modèle. C'est un pipeline parce que tout dans PyCarrot est un pipeline, d'accord? C'est un pipeline qui peut être déployé automatiquement en production. Vous allez pouvoir l'utiliser parce que ce modèle intègre toutes les phases de pré-processing. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser dans des nouvelles données sans faire le pré-processing de ces nouvelles données. Et ça, c'est quand même génial. J'ai déjà fait une vidéo sur la construction de pipeline au niveau de ma chaîne YouTube. J'ai expliqué ce qu'est c'est qu'un pipeline de machine learning. Allez regarder. Pour ceux qui n'ont pas regardé, je mettrai le lien en description de cette vidéo et vous allez pouvoir regarder pour mieux comprendre ce que c'est qu'un pipeline de machine learning. Donc, je viens de créer le code pour la régression. Et c'est exactement, pratiquement le même code que je vais écrire pour la classification parce que le processus se ressemble. Donc, pour la classification, je fais la même chose. Donc, mon if, il est là. Donc, je dois me placer là aussi. Donc, je regarde très bien. C'est ce qui est bien avec Visual Studio Code, c'est que il vous affiche bien les trucs pour pouvoir bien placer en matière d'indentation, quoi. Maintenant, pour classification, cette partie, c'est la même chose que la régression. La seule chose qui change, c'est la présentation des résultats de classification, les graphiques. Ici, je les ai mis j'ai scindé en deux, d'accord? Donc, première ligne, ce sera deux colonnes, ROC et Classification Report. Deuxième ligne, ce sera aussi deux colonnes, Confusion Matrice et Feature Importance. Donc, Confusion Matrice à gauche et Feature Importance à droite. Comme ça permet aussi de ne pas les entasser les unes sur les autres. Donc, c'est côté affichage, ça c'est côté embellissement quoi, de votre application. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc ça se fait facilement comme ça aussi, en écrivant call 1, call 2, st.colonne 2 et vous faites le truc. Je pense que je pouvais créer ça. Je pourrais créer les 4 colonnes automatiquement en faisant call 1, call 2, call 3, call 4, st.colonne 4. Je ne sais pas, mais je crée que ça me divise en 4 au lieu de en 2. Donc, voilà. Et cette fois-ci, j'affiche la courbe ROC, le tableau de classification, la matrice de confusion et un graphique pour montrer l'importance de chaque caractéristique. Et je finis par donner la possibilité à l'utilisateur encore de télécharger le modèle, comme je vous l'ai montré en vidéo. Donc, vous voyez, tout fonctionne très bien. Si je repars dans l'interface graphique, vous allez voir que c'est nickel. Super. Donc, jusque-là, c'est bon. Je peux charger un autre fichier de données. Je peux faire le profile et je peux faire le run modeling. Parfait. On l'a déjà montré en démo au tout début de la vidéo. On ne va pas le remontrer. Alors, la dernière chose quand même que je tenais à vous montrer, c'est comment afficher l'image que vous avez vue, que j'ai affiché en démo. Donc, je vais l'afficher. Alors, on a mis tout notre code dans ce if principal, là, if file égale is not null. Else, on va faire un else. On va afficher une image. D'accord? Vous choisissez une jolie image quand même. Ça va jouer le rôle de image d'accueil, en quelque sorte, pour votre application. Donc, si je reviens là-dessus, supposons que l'utilisateur n'a rien chargé. Alors, c'est l'image qui s'affiche tant que l'utilisateur n'a rien chargé. Donc, j'ai affiché une jolie image ici où j'ai mis le nom de mon application Josh Auto Machine Learning. S'il charge quelque chose, l'image va disparaître. D'accord? Voilà. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Comme vous le voyez, l'application, c'est environ 100 lignes de code, quoi. Franchement, si on supprime les espaces, tout ça, là, on va faire moins de 100 lignes de code. Donc, c'est une application très simple à développer avec Streamlight. Et ce qui nous a beaucoup aidé, ce qui m'a beaucoup aidé en tout cas, c'est le fait d'utiliser PyCarrot, qui est déjà un outil low-code de machine learning. Et ça m'a permis de créer avec cet outil low-code, de créer maintenant un outil no-code. N'importe qui peut utiliser mon application pour créer un modèle de machine learning sans coder. C'est ce qui est intéressant. Pour finir, petite astuce. En tout cas, il y a
petit truc qu'il faut quand même que je dise, c'est que il peut arriver que l'utilisateur charge un jeu de données et que sa variable cible contienne des valeurs manquantes. Vous convenez avec moi qu'on ne peut pas prédire ce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est pour cela, il faut mettre des garde-fous. Puisque c'est une application no-code, ça veut dire que ça doit marcher dans presque tous les cas possibles. Donc, ici, moi, je vais mettre un garde-fou pour dire, supprime-moi les valeurs manquantes au niveau de la variable cible que l'utilisateur aura choisi. Donc, je vais faire data égale data.drop.na et je vais faire subset égale target, tout simplement. Attention, target. Donc, c'est juste un petit garde-fou comme ça, comme un petit clé de sécurité, comme on le dit. Et là, j'ai mon application maintenant qui peut fonctionner en toute autonomie. Je suis conscient qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, je peux mettre le processus de réglage des IP paramètres. D'accord? Je peux mettre ça. Ça, c'est très facile. Ceux qui ont suivi mes vidéos, ils savent comment faire le réglage des IP paramètres en une seule ligne de code avec PyKite. Ça peut être mis. On peut aussi donner plus de possibilités de personnalisation à l'utilisateur, c'est-à-dire, telle que notre application est actuellement, elle est un peu opaque, c'est-à-dire, vous générez le rapport d'analyse exploratoire, vous choisissez votre variable, vous choisissez la tâche de machine learning, vous cliquez sur Run Modeling et tournez vous affiche les résultats. Vous n'avez aucun contrôle sur le processus d'entraînement. Donc, on peut mettre des boutons pour customiser le processus d'entraînement. Et ça va être vraiment pour les professionnels, ceux qui comprennent vraiment le machine learning. Maintenant, telle qu'elle se présente là, elle peut être utilisée facilement par n'importe qui. Même si la personne n'a pas une expertise en machine learning, il peut créer des modèles de machine learning et enrichir son modèle tranquillement. C'était le but. Donc, dites-moi en commentaire les suggestions que vous avez qui peuvent permettre d'améliorer cette application et pour que, franchement, elle soit un outil AutoML qui n'ait rien à envier à Azure Machine Learning, à Amazon Canvas, etc. J'ai fait une vidéo sur Azure Machine Learning. Vous avez vu un peu leur interface graphique. Je peux créer un truc pareil, d'accord? Un prototype de Azure Machine Learning en utilisant Streamlit. Ça va me nécessiter plus de code à écrire, mais c'est faisable. Donc, vous pouvez me dire en commentaire toutes les idées que vous avez ensemble et ça pourra profiter à tout le monde et on pourra voir comment créer ça ensemble lors d'un live, par exemple. Donc, j'attends vos commentaires. Pour ma part, je vous dis merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'ai pris un plaisir vraiment fou à vous faire partager mon expérience de création d'un outil AutoML. Vous pouvez créer un tel outil et le mettre dans votre portfolio en data science. Ça va vraiment motiver les recruteurs à vous appeler, à vous faire passer des entretiens. Ça marque une différence. Lorsque des gens sont en train de mettre rien que des notebooks dans leur portfolio, si vous mettez des applications comme ça marque la différence quand même. OK? Et ça peut jouer en votre faveur. Merci d'avoir regardé le tutoriel. Je vous invite à liker si vous avez aimé. Franchement, liker, c'est ça qui m'encourage. Partagez massivement la vidéo pour que la communauté s'agrandisse. Je tiens à rappeler que nous devons atteindre 10 000 abonnés. Un, un peu, comment dire? Je tiens à rappeler que nous devons atteindre au minimum 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Ça, c'est possible, hein. Franchement, si vous jouez votre rôle, c'est possible, on peut le faire et je compte sur vous pour qu'on le fasse. Et donc, la seule façon, c'est de partager massivement mes vidéos dans vos réseaux et comme ça, vous invitez les gens à s'abonner et comme ça, la communauté s'agrandisse. Et moi, en retour, ça va me motiver davantage à vous dispenser, en tout cas, faire des tutoriels éducatifs en data science. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.